changé de pas hâte à hâte? Le contenu, Ok. vraiment. Au début, Je suis très fier. Au début, tu étais satisfait et maintenant, tu es plus que satisfait, c'est ça? Oui, je suis très satisfait. Et avant, j'étais pas du tout satisfait. C'est pas, c'est comme ça. Mais ça doit être compliqué de faire un livre, d'avancer, de ne pas être satisfait, de pas être satisfait. Ok. Et Ouais. du coup, je voulais finir sur un truc. C'était encore sur voilà cette chaîne d'extrême droite. Est-ce que l'argument ça va donner un créneau et comme ceux qui regardent sont du même bord, ça permet de tu sais, ça va rappeler de tous les racistes qui montent sur des lives et qui en fait ils se rendent compte que en fait ils pensaient ils faisaient l'amalgame croyants et croyances. Et du coup, même là, on peut pas en tirer quelque chose de positif. Je t'avouerai que j'ai pas compris la question. Si tu veux bien l'expliquer, parce que j'ai pas compris. Non, je veux très bien. C'est-à-dire que les populations qui regardent les chaînes d'extrême droite sont généralement aussi d'extrême droite et donc racistes. Et du coup, comme ça vous arrive d'avoir des personnes racistes et qui ensuite viennent vers vous pour dire grâce à toi je suis sorti de mon racisme parce que avant je faisais l'amalgame croyance, est-ce que ça peut pas avoir la même mécanique, la même dynamique sur des chaînes d'extrême droite qui sont regardées du coup par des personnes d'extrême droite et du coup par extension racistes? En fait, je viens de comprendre pourquoi j'ai pas compris. En fait, tu parles d'un phénomène, peut-être de la polarisation sur les internets. Oui, ce phénomène existe, malheureusement. En plus, il est vraiment nourri par la façon dont fonctionnent les algorithmes qui n'ont pour but, bien sûr, parce que c'est des algorithmes qui ont un objectif commercial, donc c'est d'augmenter ton temps de consommation de contenu. Voilà, quand je dis c'est voulu, je parle pas d'une théorie du complot, quoi que ce soit. C'est voulu parce que l'algorithme favorise le fait que tu restes plus longtemps. Voilà. Je crois qu'il y avait même je sais plus, je crois que c'était un Français. Ça a fait le tour du monde. Mais je sais plus, je crois que c'était le patron de TF1. Vous me corrigez, après, si je raconte de la merde, parce que il disait, on vend du temps de cerveau à Coca-Cola ou un truc du genre. Moi, je me rappelle à l'école de marketing, on en avait parlé. Voilà, vendre du temps de cerveau pour Coca-Cola. Et je pense qu'on en est encore là. Voilà, on en est encore. 2 secondes, j'ai un problème de caméra. TikTok, c'est plus ce que c'était. Disponible. Pardon? Le temps de cerveau disponible, je sais plus, c'est le directeur de TF1. Et ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, on en est plus ou moins toujours là-dedans. Voilà, vraiment. Les algorithmes en plus. Voilà, parce que là, c'est plus la télé, c'est vraiment Internet et donc la multiplication du choix. Donc, forcément, il y a cette polarisation est une conséquence malheureuse de le fait de maximiser les profits. Mais pour celui qui veut, il y a toujours moyen quand on en a conscience de ça, il y a toujours moyen de faire face ou de contrer cette polarisation, soit de manière volontaire, c'est-à-dire toi-même, tu fais attention à ce que tu regardes, c'est-à-dire tu fais exprès de regarder à gauche et à droite et tous les médias, même ceux avec qui tu n'es pas d'accord, ou carrément, il y a carrément des applications maintenant, quand tu cherches une info, ils vont te donner l'info et ils vont te donner l'info de multiples façons. J'ai oublié comment s'appelle l'application. Ouais, de plusieurs façons. Ils te donnent cette info-là, à droite ce qu'on dit, à gauche ce qu'on dit, au centre ce qu'on dit, les sources qu'on a données à droite, les sources qu'on a données à gauche. Ça prend du temps, malheureusement. Parce que l'ennemi, c'est toujours le temps. Mais voilà, si on veut et on prend la peine, les solutions existent. Et donc, par rapport à pourquoi j'ai compris, pourquoi j'ai pas compris ta question, donc c'est plutôt par rapport à la polarisation et surtout ton utilisation du mot racisme. Encore un mot, je suis désolé, hein, mais
il veut plus rien dire. Il faut être précis. C'est-à-dire tout à l'heure, tu as parlé d'amalgame et tout. Ben, il faut parler d'amalgame. Amalgame de quoi? Amalgamer entre quoi et quoi? Ça peut aussi être du paternalisme. Ça peut être aussi de l'essentialisme. Mais dire racisme et s'arrêter, on n'avance pas. On n'avance pas, malheureusement. À la limite, on peut parler de racialisme quand vraiment la personne elle est dans le racialisme. Mais racisme et s'arrêter, t'as rien dit, mon pote. C'est quoi? Quelque part, on est tous un peu racistes, si tu veux. Ça veut rien dire. Mais il faut vraiment préciser, est-ce que tu as une approche qui est amalgame, qui est infantiliste, qui est essentialiste, qui fait des hiérarchies sociales, qui fait... Donc, s'il y a des gens, avec notre contenu à nous, commencent à prendre conscience, peut-être qu'ils avaient ce réflexe-là, justement, de paternalisme, d'infantilisation, d'amalgamer justement la religion et les religieux, le dogme et les pratiquants. Si ils s'en prennent conscience, tant mieux. Vraiment, moi je suis très content, je te le cache pas. Je suis pas non plus, on n'est pas des robots. Si on parle, c'est pour que le maximum de gens nous écoutent et adhèrent à nos idées. Faut pas se leurrer. Et tout ça, c'est du coup, tu as pris la parole par rapport à tout ce qui se passe, on va dire actuellement, quoi. C'est-à-dire la réagitation d'un vieux clivage qui n'a pas d'intérêt. Parce que finalement, le plus important, c'est que voilà, les gens soient actifs, comme l'a dit un peu Ali Babal, et ce serait bien aussi que voilà, il n'y ait plus d'intérêt, c'est tirer les gens vers un dégoût des gauchistes ou essayer de trouver le fasciste un peu de partout. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord. Mais au-delà de ça, t'as raison. C'est la fameuse expression de Camus, quoi. C'est mal définir les choses, c'est rajouter au malheur au monde. Et c'est vrai que créer les anathèmes de fascistes, gauchistes, de racistes, etc., sans pouvoir préciser pourquoi. Moi, je pense que c'est un vrai problème. Et c'est des deux côtés, en fait. C'est vrai que c'est un véritable calvaire. Et juste pour te répondre, Canard Boiteux. Même islamophobe, on peut le rajouter à la liste. Ouais, islamophobe aussi, oui, bien sûr. Ou sinon, en tout cas, faut le définir derrière. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand je dis quelqu'un est islamophobe, j'explique pourquoi je dis ça et pourquoi j'utilise ce terme. Ça me paraît plus cohérent, quoi. Et juste pour répondre à Canard Boiteux, qui disait, oui, est-ce que aller à CNews, ça va pas quand même, vu qu'il y a des racistes qui regardent, peut-être les convaincre. Moi, je pense qu'en fait, non. C'est très bien que certains passent à CNews, sauf si c'est, c'est très bien s'ils arrivent à tirer l'attention. Voilà, comme l'a fait Ali Babal, comme l'a fait Adela aussi, je veux dire, malgré tout, avec le documentaire, la hype qu'il y avait autour. Mais il me semble que c'est pas suffisant. On peut pas compter sur un passage à CNews d'une demi-heure pour convaincre qui que ce soit. C'est-à-dire, tu vas peut-être attirer un micro-pourcentage, mais tant que t'es pas chroniqueur là-bas, que t'as pas la possibilité de dire ce que tu veux, que, je sais pas, un Jack, une Cassius, un Ali Babal, etc., ne peuvent pas avoir, plus d'1 heure par jour pour pouvoir influer sur CNews, vu la quantité d'informations qui passent et de trucs, la guerre avec l'islam expliquée par de Villiers, la bonne sœur de Villiers qui vient aujourd'hui, des catholiques. Du coup, c'est vrai que ça se noie là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que j'aimerais, moi, que d'autres médias, effectivement, ouvrent le micro pour les apostats, parce que malheureusement, pour l'instant, le monopole, il est chez les cathotradis, et moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, ça, c'est mon inquiétude personnelle. Je suis moins inquiet quand j'y vois Ali Babal ou Adela, malgré tout, tu vois. Par contre, je suis plus inquiet quand j'y vois Vivi, tu vois. Ça, c'est moi, tu vois. Parce que je sais qu'en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire, je me rends bien compte que le passage d'Ali Babal n'est pas suffisant pour impacter à CNews, loin de là, et que par contre, CNews, ils vont commencer à aller chercher d'autres types d'apostats, et c'est plus les mêmes, là. Là, on n'est plus sur des gens qui font de la critique de l'islam, on est sur des gens qui parlent de l'islam amalgamé aux musulmans. Et moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, je pense qu'il y a une sorte de switch qui est en train de se faire, et je pense qu'il faut pas compter sur les médias. Là-dessus, je reste sur la thèse d'un Jack Le Fou, de dire, les réseaux sociaux sont déjà suffisants. Même si les médias, c'est bien, tu vois, mais pas sûr. Les réseaux sociaux sont suffisants. J'ai un doute là-dessus du fait qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population qui vote, c'est une population qui est vieillissante et du coup qui n'est pas trop sujet aux réseaux sociaux. Je pense aux retraités, on va dire avancés. Bon là, j'essentialise, comme a dit Jacques. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai les statistiques. Ouais, j'ai les statistiques sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est
statistiques au poil près. En termes de données, YouTube t'offre vraiment beaucoup de données. Et j'ai exactement le même pourcentage de personnes entre... bon, pour ne pas dire des bêtises, je vais vérifier là tout de suite. Tu me donnes juste quelques secondes. Ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Ouais, bien sûr. Comment on fait déjà? Mode avancé, c'est ça? J'ai oublié comment on fait. Non, tu vas dans Analytics. Hein. Alors ça, tu vas dans YouTube, voilà, Analytics, et tu vas dans Données, je crois. Il y a un truc comme ça, je crois. C'est, je sais plus comment il s'appelle. Audience. Sinon, tu vas direct Audience, voilà. Puis après, tu peux scroll. Je sais pas si tu es sur téléphone ou sur PC. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil. Je suis sur PC. Sur PC, ouais, Audience. Ah, c'est bon, ouais. Merci. Merci. Sur la gauche, là, t'as tous les trucs. Ouais. Ouais, j'ai trouvé. 18-24 ans, j'ai pratiquement 5%. 25 ans, 34 ans, 25%. 35 ans, 44 ans, 30%. 45 ans, 54 ans, 22%. 55 ans, 64 ans, 12%. 65 ans et plus, 7%. C'est-à-dire j'ai plus de 65 ans et plus, 7%, que de 18-24 ans, où j'ai 5%. Hommes, j'ai 88%. Femmes, 11%. Le reste, c'est ni homme ni femme. Un peu moins de 0,2%. Et j'en fais partie d'ailleurs. Quand j'ai créé mon compte, j'ai dit que je suis ni homme ni femme. J'ai trouvé ça drôle. En France, mon audience a de 70%. Quand même, hein. 70% en France. Ensuite, Canada. Ensuite, Algérie. Ah, Algérie, c'était deuxième, là maintenant c'est troisième. T'as pas d'Afrique centrale. Afrique centrale. Ensuite, c'est Belgique, Suisse. Ensuite, États-Unis. La Réunion. Ensuite, le Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, Cameroun. Ah ouais. T'as pas d'Asie du Sud, toi? Moi, j'avais l'Asie du Sud. Si. Je suis en train de regarder. Japon, Luxembourg, Thaïlande, Israël. J'ai quand même 600 personnes. 600 personnes à Israël. Nouvelle-Calédonie, Australie. Il y a 500 abonnés australiens. Madagascar. Ensuite, c'est Vietnam, Taïwan en dernier. Bon, messieurs, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup pour ces échanges. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Tu peux rester, hein, t'es pas. Ah bah d'accord. Si t'as des interventions à faire. Vous voulez que je parte. Le pauvre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation Canard Boiteux? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, toi, en tant qu'observateur extérieur. Comme j'ai dit juste avant, moi ce qui m'inquiète, c'est et là on n'était pas d'accord avec Jack, ce sont ceux qui font la critique qui font la critique des gens qui font la critique de l'islam. Non. Ils font des attaques ad hominem. Ils font des attaques ad hominem de certaines personnes. Voilà, en fait, on n'est pas au niveau d'Antox Colaboy, quoi. On est plutôt, oui, effectivement, dans le pugilat, la diffamation, voilà, etc. Je te le fais simple. Je te le fais simple. Les grandes personnes discutent des idées. Les moyennes personnes discutent des faits divers. Les petites personnes discutent des personnes. Maintenant, va voir, et je te promets, va regarder les critiques qu'on m'a faites. À 99,99 personnes, c'est des attaques ad hominem. Tu sais, tout à l'heure, Jordanix a sorti une vidéo, je suis allé lire les commentaires. Va faire cet exercice-là. Si tu trouves une critique sur le fond, vraiment une seule critique sur le fond, sur mon discours et sur ce que l'analyse que je fais, ou peut-être les informations que je donne, ou n'importe quoi, sur les prémices, sur le raisonnement, s'il y a un raisonnement fallacieux, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Sa façon de parler,
Ça me rappelle vraiment les musulmans sunnites. Va te couper les ongles, il a une calvitie, C'est un gourou. il a attrapé le melon, il est hautain. Voilà. Mais bon, Ouais. toi, C'est un mon cauchemar. pote, sérieux, au bout d'un moment, En fait, pour rien vous cacher, bah du coup là le fameux serveur sur lequel on est allé, je sais pas si t'étais déjà là, Zioclo, mais voilà, à la base, Je me suis réveillé il y a pas longtemps. voilà, j'étais parce qu'en fait ça débattait sur ce Discord du tweet de Casus. Bref, du coup ils étaient 30 à débattre et du coup j'y suis allé et dès que j'y suis allé, comment dire, bah en fait ils ont dit attends, c'est le vrai canard, c'est le canard dont tout le monde parle. Moi je dis enfin quoi, parce que c'était un vocal, hein. C'était un vocal, le canard dont tout le monde parle. Mais oui, le canard, t'es monté chez Jack la dernière fois et tu t'es fait écraser et tout ça, qu'il a été méchant avec toi et nous aussi, t'inquiète pas, on le déteste aussi. Moi je dis mais je le déteste pas. Enfin, on peut avoir des désaccords, etc. Ils m'ont ils t'ont dit insulté. bienvenue chez les haters de Jack. Ah, ils m'ont insulté. En fait, le fait que je te détestais pas. Ils parlent pas d'islam, ces gens-là. Hein. Mais en fait, c'était que des apostats. Et en fait, moi, du coup, ils m'ont vraiment insulté. Leurs arguments ne volaient pas très haut. C'est, du coup, je suis parti. Et, mais par contre, je vais y aller, je vais y retourner pour les attaquer au corps parce qu'en fait, ils moisissent dans leur haine. Ils moisissent dans leur Tu vas haine. perdre un temps infini, canard. Oui, mais le truc, Ils vont c'est te que bannir. le truc, c'est que j'en ai marre de ce qu'ont vécu Jack, de ce qu'ont vécu Casus, etc. Alors, si tu veux aider, il faut soutenir les rares fois où, moi, c'est ce que je fais de temps en temps. C'est-à-dire, je sais que Jack ou Cassius et tout, ils ont pas que ça à foutre d'aller discuter avec des cassos, tu vois. Par contre, moi, je le fais de temps en temps. Mais je le fais publiquement. Et je tiens à le faire publiquement, pas sur des Discords. Parce que sur des Discords, c'est en privé, tu peux pas diffuser, et puis les gens, quelque part, voilà, ils se lâchent, tu vois, et puis ils se permettent pas les mêmes choses. Par contre, en public, c'est plus intéressant, parce que tu peux faire dire des choses, déjà d'une. De deux, tu l'exposes aux gens. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui savent que, voilà, Jack le Fou se fait harceler massivement depuis plus de 2 ans, voire 3 ans bientôt, que moi-même, Cassius, les amis avec tout. Bientôt 2 ans que j'ai commencé. 2 ans. J'ai pas encore fait 2 ans que j'ai commencé. Je sais que ça paraît plus, je suis désolé pour toi, Zioclo. Tu as dû subir moi-même, hein, ça, beaucoup trop d'heures. voilà, pareil, moi j'ai ramassé, mais c'est pas de ta faute en vrai, parce que moi j'ai aussi assumé des positions voilà, qui sont les miennes et très fortes aussi malgré tout, et que j'assume toujours. Par contre, il est clair, net et précis que le but de certains, c'est pas de faire de la critique de Jack sur des idées, non. C'est de détruire Jack et détruire ceux qui sont assimilés à. Et le problème qu'il y a, c'est, moi je remarque un profil type qui n'est pas racial, hein, je le précise, mais qui est soit idéologique ou soit un peu sectaire. C'est-à-dire, effectivement, pour moi, c'est même pas, enfin, ils sont apostats certes, mais ils ont rejoint d'autres trucs dans leur tête, tu vois, des trucs très autoritaires. Ils sont dans le jugement, ils veulent absolument faire tomber Jack. Et voire même, moi je suppose et je suppute que les passages d'Ali Babal et de certaines personnes ne plaît pas à certains, comme le débat avec Divisio, Cassius, Amir. Je pense que ça déplaît à certains et qu'ils aimeraient que ce soit d'autres apostats qui prennent la place et qui aient un discours tout à fait différent et du coup qui ne fassent pas de la critique de l'islam mais plutôt des musulmans. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on reproche à Jack en fait sa tolérance, le fait qu'on lui reproche pas sa pertinence parce que ce serait dangereux de rentrer là-dedans, mais on lui reproche le fait qu'il soit méchant, qu'il ait trop d'ego, que ça, et en fait on parle que de sa personnalité. Et sinon, dans les idées, aujourd'hui, si on doit regarder, même Majidou Kacha, moi je l'ai déjà dit, je le répète devant Jack, pour moi Majidou Kacha, il est beaucoup moins bon qu'un Jack. Il peut pas débattre, il en est pas capable, enfin vraiment, Majidou Kacha il est pas fait pour ça, et en plus de ça, il sait se récupérer trop facilement. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, ça devient un chroniqueur de frontières et tout. Et je considère que Majidou Kacha a ouvert le passage, mais que malheureusement aujourd'hui, si on doit prendre les plus balèzes, il y a Jack, Ali Babal, Cassius. Point. Ça va pas plus loin. C'est terrible. C'est comme ça. Ah si, il y a Borchak aussi, Borchak, mais je parle des têtes de proue. Et après, tout le reste, on est insignifiant. Moi, je m'inclus dedans. Nous sommes insignifiants, mais c'est pas grave. Il y en a qui participent au travail. Ceux qui se sentent insignifiants, et qui se sentent en plus de ça jaloux, c'est que vous ne faites pas votre travail, ou qu'en tous les cas, vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Moi, personnellement, je suis un insignifiant, mais avec mon petit travail, je suis très content.
Voilà. Moi, il n'y a pas de problème à être insignifiant. Par contre, certains sont gênés quand on leur demande effectivement pourquoi tu as peur de te montrer. Moi, quand j'entends, moi, ce qui m'a fait chier, j'ai vu les 2 vidéos de Jordan X, alors il a changé d'avis sur la deuxième, mais sur la première, quand il dit oui, c'est un discours complémentaire, le discours d'Apostat Kafir. Non, c'est un discours de peur, de peur. On va citer Samuel Paty, on va citer tous les événements dramatiques, etc. Moi, je le répète encore aujourd'hui, on l'a fait avec Cassius en pleine ville à Paris, etc. Il y a peu de risques à critiquer l'islam. Il y en a, oui, un petit peu. Il faut pas en faire une parano, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Sinon, on se montrerait pas tous depuis près de 2 ans, sans trop de soucis, hein. Je veux dire, certes on se fait insulter, certes on se fait menacer sur les réseaux, mais les gens viennent pas toquer à nos portes, etc., etc. Et il y a un moment donné, oui, je suis d'accord avec sur un point, c'est que faire monter la peur n'est pas un argument face à l'islam. Ce qui est un argument face à l'islam ou les autres dogmes, c'est les arguments. Voilà, c'est pas le fait de dire qu'il faut avoir peur. Et ça, c'est un truc qui me rend fou. Et ce qui me rend encore plus fou, c'est que tout ça pour légitimer le harcèlement. Et moi, ça me terrifie d'autant de bêtises. Et une part du public est responsable, pas ceux qui nous soutiennent, mais ceux qui participent à cette chaîne de gna 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 gna, ils sont méchants, ils sont bêtes, gna 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 gna, grosse tête, qui retourne dans son pays, qui parle pas de la France. Mais il y a un moment donné, en fait, parce qu'il a parlé pas de nous. Si vous voulez pas que les gens fassent ce que vous faites pas, enfin, ce que vous faites, quoi. C'est stop, en fait. Et ça, là-dessus, Ali Baba, il a raison. Prenez vos petites cacahuètes et votre banane et tapez-les contre le mur, voilà. Comme ça, vous en battez les couilles, quoi. Ce serait peut-être pas mal, en fait. Mais non, vous n'êtes pas capable de ça. Et personne, malheureusement, parmi les quelques-uns qui veulent détester Jack publiquement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, ils ne font que ça. Et moi, j'aimerais que ça s'arrête. Et effectivement, c'est pas la question de CNews, je sais pas quoi, on s'en fout, en fait. S'ils invitaient des Cassius, des machins, moi, j'ai aucun problème. Par contre, j'ai pas envie de retrouver que des apostats fachos, façon de parler, qui vont dire, ah ben, Jack, il est pas gentil, quand ils se retrouvent sur un plateau de CNews, ils sont incapables de parler réellement d'islam. Et ça, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça vraiment terrifiant. Vivi Apostat, quand il passe sur le plateau, moi, ce qui me fait chier, c'est que, islam égale terrorisme, car vous êtes allé en prison. Mais la majorité des musulmans, ils vont pas en prison pour apologie du terrorisme. La majorité des musulmans, ils vivent normalement en France. Donc, à un moment donné, ce n'est pas un exemple, ni un gage de qualité. Et du coup, qu'est-ce qu'il en dit de l'islam? Pas grand chose. Et moi, j'aurais aimé, oui, un Jack le Fou, une Cassius sur le plateau. J'aurais aimé qu'on revienne avec Ali Baba, à la limite. Ali Baba, il était pertinent. Et au moins, il a su impacter en plus le public. C'est là où je dis, il faut réussir à faire de la rétention, et c'est pas facile. Je trouve que Ali Baba, il a été très doué là-dessus. Donc, à un moment donné, non, je caricature pas Vivi. Il a été, non, franchement, on va pas se mentir, il a pas été très bon sur le plateau. C'est pas une critique, voilà, mais au niveau de ce qu'il a exposé à Christine Kelly et tout, c'était creux. Franchement, Ali Babal, c'était bien meilleur, on va dire. Je suis désolé. C'est pas, pour le coup, on peut pas comparer l'incomparable. Ali Babal, on est, voilà, c'est avec Jack et tout, c'est, voilà, on est là. Les autres, bon. Excuse-moi, Zioclo. Mentir, quoi. Je peux me permettre? Excusez-moi. Oui, bon. Merci beaucoup, Zioclo. Mais je partage pas tout ce que tu as dit, hein. Mais merci. Non, mais je sais. Non, mais là, c'est mon avis perso, hein. Oui, j'ai compris. Oui, bonsoir, Cam. Ou je sais pas comment ça se prononce. Bonsoir, Jack. Merci de m'avoir fait monter. Je voulais juste rebondir en fait sur ce que disait Zioclo, mais en fait Majid Okacha, pour moi, il s'est fait piéger sur le plateau de Pascal Pro. Bon, Pascal Pro, il est dans l'ultra-crépidérianisme. François Clavier l'a signifié déjà. Il a été dans la cuisine, puis dans le sport, et après il s'est mis dans la politique. Pour moi, il a aucune légitimité pour moi, Pascal Pro. À part ridiculiser les gens, c'est tout ce qu'il fait. Voilà. Vous êtes conscient que vous parlez chinois pour moi, là, maintenant? Vous avez conscience ou pas? Oui, non, mais je te allé, oui, bien sûr. De toute manière, Français, c'est vrai que... Oui, tu n'es pas français, bien sûr. Il parle chinois aussi. Oui. Puis même au-delà de ça. Sinon, je vais vous parler des émissions québécoises, hein, si ça continue. Non, mais je comprends. Puis même au-delà de ça, tu peux critiquer plein de choses chez Pascal Pro. Le problème, est-ce que c'est vraiment un argument du fait que t'as été dans le passé, t'as été cuisinier, et du coup, tes termes actuels, est-ce que ça retire de la pertinence? Je pense qu'en vrai, non, mais Pascal Pro, je me permets, Kams, avant d'aller trop loin, là où je suis d'accord avec Alain Boiteux, c'est pas la question de Pascal Pro. Majid Okacha, c'est un adulte, hein, c'est pas un débile. Il a écrit des ouvrages, il connaît son sujet. S'il veut pas se faire piéger, il peut. Il peut le faire, c'est sa responsabilité. Le maître du jeu, c'est ça le problème. Le maître du jeu, ça reste. On peut 2 secondes, s'il vous plaît. Vraiment. Hein. J'aime pas parler des gens quand ils sont pas présents.
S'ils sont présents, il n'y a aucun souci, on peut leur faire toutes les griefs possibles et imaginables, même celles qui n'existent pas, parce qu'ils sont là. Mais voilà, j'ai dit à Zéoclo tout à l'heure, je suis pas d'accord avec toi, mais voilà, j'aime pas vraiment parler des gens qui sont pas, qui peuvent pas se défendre. Ça veut dire, en gros, l'avis de Zéoclo va rester valable, quoi qu'il en coûte, parce que justement la personne n'est pas là. Et ce sera la seule raison qui va faire que finalement Zéoclo a raison. Parce que justement, il n'y a pas de contre-argument en face. Donc, si tu as une intervention par rapport à quelque chose, fais-le quand même, il n'y a aucun souci. Mais si c'est pour parler des personnes, je suis désolé, hein, mais Oui, non, pas de souci. je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise par rapport à cet exercice. Bien sûr, vu que Zioclo est là, je voulais demander qu'est-ce qui s'est passé avec Aldostérone, du coup, au sujet du débat sur l'émission Apollo. C'est pourquoi ça s'est pas fait, du coup. Parce qu'il me semble que t'étais impliqué, je crois. Je suis en contact avec Aldo. Hein. Non, tu devais pas être en contact, justement, non, vraiment avec Aldo pour un débat avec Jack Le Fou, je crois, ou sur un live. J'aurais aimé organiser ça, mais Aldostérone, il me répond pas. Je crois qu'il m'aime. D'accord. Ouais, d'accord. Aucun signal, quoi. Ok. Ouais, c'est moi qui ai proposé à Zéoclo d'organiser ça, parce que j'aurais bien voulais aimé. vraiment. J'ai D'ailleurs, soit dit en passant, je suis tombé sur une vidéo de l'Observateur qui répond vraiment, point par point, à Aldostérone justement sur les missions Apollo et l'alunissage. Très 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 bon boulot de l'Observateur. Franchement, je lui tire chapeau. Il a fait du très très bon boulot sur cette vidéo-là. Il revient de loin, l'Observateur. À l'époque, c'était Red Pill, c'était vraiment les trucs d'Incel et tout. Et il a basculé depuis, je sais pas si ça depuis que t'es arrivé. C'est ce qu'on m'a dit. Même ma femme m'a dit ça. Et je l'ai pas cru, hein. Parce que moi je l'ai découvert quand il a fait une vidéo sur l'islam. D'ailleurs, il est venu sur mon live, je crois, pour en parler et tout. Donc je le connaissais pas du tout. Donc oui, c'est le cas. Je sais pas s'il a vraiment changé d'idée, s'il a évolué ou quoi que ce soit, mais les dernières vidéos la dernière vidéo qu'il a faite, d'ailleurs je sais pas si c'est la dernière, peut-être qu'il en a fait depuis, parce que je l'ai vu il y a 3 semaines, ouais, au moins 3 semaines. D'ailleurs je l'ai vu 2 fois. C'est rare pour moi de voir la même vidéo 2 fois d'affilée. C'est-à-dire je l'ai fini, je l'ai remis pour la revoir ou réécouter pour faire plein simple, parce que j'avais pas les images, je jouais à WoW en même temps, donc j'avais juste l'audio, et je l'ai réécouté une 2e fois. C'est très très bien. C'est très très bien. Non, moi j'aurais un autre message à faire passer. Ce serait plutôt un message à faire passer aux viewers, ceux qui sont dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube, ou que sais-je. Déjà, d'une part, j'ai vu, c'est de moins en moins le cas, hein, ça faut le noter, hein, mais c'est toujours J'ai pas le cas des. Tu veux faire passer le message à qui? Aux personnes dans le chat, en fait, les viewers qui te suivent, qui suivent Casus, etc. Voilà. Ils dorment là, donc. Oui, mais il y en a. Je sais pas si Zéoclo veut diffuser ça sur sa chaîne YouTube. Moi, j'aimerais bien, je te le cache pas, parce que s'il le fait pas. J'aurais que à partir du moment où je suis là, en fait. Donc, je veux bien. Je te donnerai le rec du début à la fin. Que tu sois là ou pas. Mais je me méfie maintenant avec YouTube, j'ai peur. D'ailleurs, Jack, excuse-moi. J'avoue, il fait peur le bot. Pourquoi? Vas-y, comme ça. Ah oui. oui, c'est pour les re-uploads, au cas où qui considèrent que c'est un re-upload, je sais pas maintenant. Moi, je te jure, je suis en stress avec ça. Ça fait trop mal. Vas-y, Cams, excuse-moi. Ah, okay. Non, j'avais mon petit message à faire passer. Oui, je t'écoute. Donc, je te disais juste que ton message va arriver aux abonnés de Zéoclo. Voilà, c'est tout. Ok. Mais du coup, j'ai remarqué, mais c'est de moins en moins le cas, qu'il y a toujours des commentaires qui essentialisent croyance. Voilà. Je pense que c'est aussi à nous. Moi, à chaque fois que je vois un commentaire comme ça, paf, je réponds au commentaire en disant non, c'est pas ça, c'est pas ceci. Toujours dans le respect de la personne, hein, toujours. Et tout dépend où est-ce que tu regardes. Je te promets, fais cet exercice-là. Va sur ma chaîne YouTube à moi et regarde les commentaires. Et tu vas voir le nombre
d'occurrence de ce genre de commentaires et va sur d'autres chaînes YouTube. Je vais pas citer de nom, mais suivez mon doigt et regarde le nombre d'occurrences de ce genre de commentaires. Tu vas être agréablement surpris. Sur le buc. Du coup, c'est tout trouvé puisque ça va finir sur la chaîne du concerné. Bref. Et le deuxième sujet que je trouve qui est super important, c'est nos Non, chers ça va pas streamers finir sur la chaîne du concerné. Je suis pas d'accord avec toi. Ah, je pensais que suivez mon doigt, c'était... Non, je pensais. Non, C'était suivez mon doigt, c'est pas du tout Zioclo que je montrais. Ok. Ah, pas du tout. Pardon. J'ai changé de public, moi. J'ai purgé l'écho. Ok, bah du coup, je vois de quoi tu parles. Mais, ok. De qui Je crois tu qu'il a parles, perdu au moins 90% de son public. C'est clair. J'ai fait une rupture très forte. Et du coup, l'autre message que je souhaitais apporter, c'est nos critiques de l'islam, ils font un travail de fou, mais ça serait bien de transformer l'essai nous-mêmes, hein, en nous-mêmes, en débattant, en allant sur des lives, en ouvrant nos propres lives. Je pense que c'est très important pour parce qu'au bout d'un moment, si ça stagne, ça va stagner. Et si chacun de nous on fait un petit effort à ce sujet, C'est là où mon prochain livre va intervenir, Canard Boiteux. Parce que je l'ai fait vraiment pour que ça soit presque un mode d'emploi. Et ça va essayer de regrouper absolument toutes les contradictions, tous les contre-arguments qui sont revenus le plus souvent, que ça soit sur le volet islamique lui-même, ou sur le volet politique, ou sur les attaques, ou sur... Ça va vraiment... Tu sais, c'est comme quand je fais des débats avec des gens qui veulent défendre l'islam sunnite, limite, parfois, je suis en pilotage automatique. Tellement, ce qu'ils me sortent comme argument, je l'ai déjà entendu 1000 fois, minimum. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je l'ai tellement entendu que j'ai eu le temps d'essayer plein de réponses et de filtrer et de dégager quelque part les meilleures réponses, que ça soit sur le plan rationnel, sur le plan logique, sur le plan politique, et même sur le plan rhétorique, et même, je te rajouterai, sur le plan humoristique. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de faire à ce point le filtrage. Et parfois, vraiment, je suis en pilotage automatique. Et donc, c'est toute cette expérience accumulée qui va ressortir dans le livre. Est-ce que je peux rebondir sur ça? Ça te dérange pas, Jack? En fait, sur ce que tu dis, tu penses pas qu'en France, je sais que on n'aime pas parler des musulmans, mais tu penses pas qu'il y a une sorte de biais d'engagement? Moi, j'habite en France, et c'est assez lourd, ce biais d'engagement que t'as évoqué pas mal de fois. Je pense pas que le biais d'engagement touche que les Français. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord en plus. Mais je trouve qu'il est assez lourd en France, vraiment. Et c'est comme si la voix était donnée chez les voisins. Si tu voyais à quel point il est présent chez les Algériens aussi, tu serais étonné. Oui, non, mais bien sûr. En Tunisie, beaucoup moins, parce que la démocratie, on va dire, c'est bien installé, il y a plus... Alors, attends. Ou alors, on parle pas... tu dis biais d'engagement, peut-être qu'on parle pas de la même chose. Le biais d'engagement, ouais, j'ai pas compris, moi. Ce qu'il appelle le biais d'engagement. Le biais d'engagement, pour moi, c'est quand tu montes dans un live et tu débats, par exemple, un musulman sunnite monte dans un live pour défendre l'islam sunnite, et toi, tu lui démontres par A plus B que ce qu'il vient de dire est faux, mais vu qu'il est en public, il y a beaucoup de personnes qui le regardent, il y a une certaine pression parce qu'il s'est engagé publiquement. Exactement. Donc il est hors de question, pratiquement hors de question de te donner raison. Parce que les gens vont dire c'est de la mauvaise foi, lui mettre la preuve sur la table. Tu pourrais lui montrer la preuve sur la table physiquement. Ce serait impossible qu'ils te disent que t'as raison. Tu sais que ça porte un nom en algérien. Il y a vraiment un mot qui résume ça.
Et c'est un mot d'origine berbère. Et le mot, c'est ternent. Je ne sais pas si l'équivalent existe en français. Si c'est le cas, j'aimerais le connaître. C'est ternent. Salut, Jack. Tu l'as en anglais? Salut. Non, je ne l'ai pas en anglais non plus. Je sais pas. Mais moi, je pensais que c'était la règle de l'investissement. C'est-à-dire, en gros, t'as tellement investi que ce soit, voilà, monter dans un live, il y a des gens qui attendent derrière toi. C'est un peu comme la règle de l'investissement où t'es resté 15 ans marié. Les coûts irrécupérables. Ouais, c'est plus les ça, coûts exactement. C'est un peu, pour moi, je vois ça comme un biais des coûts irrécupérables, dont... Non, d'accord. Non, c'est pas ça. Parce que les coûts irrécupérables, ça s'applique même quand tu es vraiment seul à raisonner. Mais le biais d'engagement, c'est vraiment parce que tu t'es engagé à défendre une position publiquement. C'est pour ça que moi, j'appelle pas ça dans les débats, par exemple sur les lives TikTok. J'essaie de plus en plus d'ailleurs de ne plus dire dissonance cognitive, mais plutôt une dissonance publique. Parce que c'est vraiment le cas. On est dans un cas de dissonance publique. Oui, le cul entre deux chaises, entre le public et ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Et non pas une dissonance que dans la tête. Je vois ce que tu veux dire. Oui, et ça touche tout le monde. Ça veut pas dire, ça touche seulement les gens avec qui on débat, ça te touche toi aussi. C'est-à-dire, toi aussi, parfois, tu t'es engagé publiquement à quelque chose, du qui à ta réputation, à plein de choses, comme ça, tu te retrouves à bricoler. C'est le malheur de tous les youtubeurs, hein. C'est le malheur de beaucoup de Oui, non, c'est le malheur de tout le monde. C'est un biais. Par définition, il touche tout le monde. Par définition. Plus les youtubeurs. Et pour t'emmène à une dissonance cognitive, de toute façon. Voilà, hein, ça t'emmène à la fin à une dissonance cognitive. Pour répondre à ce biais de l'engagement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent du fait que quand on regarde les lives de Casus, de Jack, etc., il y en a très peu qui apostasient en direct. Sauf que, bien sûr, ou même qui commencent à douter, qui ne doutent absolument pas. C'est-à-dire du début à la fin, ils insultent, ils ont tout ignoré, etc. Il faut pas oublier qu'une personne, quand elle sort d'un live, qu'elle sort d'un débat, cette personne continue d'exister, elle ne disparaît pas. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé de débattre, d'être persuadés de nos raisons. On refuse, mais le fait est que après coup, on va commencer à réfléchir. Et voilà, c'est un peu la métaphore de la graine qu'on va planter et qui ensuite va germer, qui va fleurir. C'est-à-dire que la personne va commencer à se renseigner, à douter, à en parler avec son entourage, etc. Du coup, voilà. Ça dépend. Pas espoir. Ça dépend. Parce que si Cassius, sur plusieurs points, on se rejoint, même dans notre méthodologie et tout. Si elle est comme moi, je pense qu'elle va te dire, et je vais te dire justement pour le coup moi, le but c'est pas vraiment de faire apostasier la personne avec qui on parle. Si ça arrive, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Mais c'est très difficile ça. Ça arrive, je sais pas. Une fois de temps en temps, mais vraiment, c'est négligeable. En fait, tellement négligeable que si c'est ça que tu poses comme objectif, tu vas échouer à chaque live. C'est pour ça que l'objectif, il est autre. L'objectif, c'est vraiment que les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, écoutent ça. Et qu'eux, justement, ne sont pas dans ce biais d'engagement, dans ce biais de défense absolue de la religion. C'est-à-dire, ils écoutent. Et plus il y a de personnes qui écoutent, mieux c'est. Et c'est ces personnes-là, c'est elles qui vont remettre en cause beaucoup plus facilement le dogme islamique, tout simplement. Mais je pense que je te pose une question. Oui, pardon. Ah ok, pardon. Du coup, toi, Jack, pourquoi tu n'utilises peu ou pas du tout, je crois, ou peut-être que tu vas me contredire, l'entretien épistémique? Si, je l'utilise. En fait, je l'utilise au début. C'est tout. Au début de l'échange, je l'utilise parce que c'est pertinent de faire comprendre à la personne que ce qu'elle prend pour des croyances solides, c'est-à-dire avec des bases solides, finalement, c'est pas si solide que ça. En fait, c'est même carrément le contraire. C'est très fragile. Une fois qu'elle a compris, ou j'essaie de lui faire comprendre, ou qu'on comprend ensemble que finalement les bases qui soutiennent sa croyance sont vraiment fragiles, là, elle est plus apte à écouter. Ou même les personnes qui nous écoutent en bas sont plus aptes à écouter. Autrement dit, tu peux pas tu peux pas verser de l'eau sur un verre qui est déjà plein.
Ben, c'est exactement ça. Les gens qui mentent sont persuadés qu'ils, s'ils sont des verres d'eau, ils sont persuadés qu'ils ont toute l'eau nécessaire. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est-à-dire tout ce que tu vas rajouter comme information va être déversé. Parce qu'ils pensent détenir déjà la bonne information. Mais si tu appliques un bon entretien épistémique ou maïotique, la personne va se rendre compte d'elle-même, et même les personnes qui nous écoutent, vont se rendre compte d'elle-même que finalement, non. Le verre, il est plutôt vide, même carrément empty, complètement vide. Et là, tu peux asséner quelque part, ou tu peux donner les informations. Les personnes sont plus réceptives, si tu veux. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est toujours que le biais d'engagement. Je suis désolé, mais un entretien épistémique, s'il est fait dans les règles de l'art, c'est une exploration de la croyance. Et cela nécessite absolument que la personne soit très très à l'aise pour explorer sa propre croyance, à l'aise dans tous les sens. Et le fait de le faire en public, c'est pratiquement mission impossible. Littéralement mission impossible. Je ne veux pas dire que c'est rare, peut-être qu'il y a des cas, mais c'est très très rare. En plus, la personne, elle peut avancer des choses, reculer sur ses affirmations, changer d'avis. Tu vois, tout ça, ça appartient à l'entretien épistémique. Et donc, ça n'a pas vraiment sa place dans le format, voilà, qui est plus à but politique. Mais vraiment, tu vas l'utiliser au début, surtout quand la personne. Je vais juste donner la parole à pardon. La parole à Zéoclo, et après je reviens. Pas de souci. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, ils apostasient pas en live, en fait, et c'est vrai que c'est pas le but, pour commencer. Et de deux, ça, c'est la vision spectacle du débat sur l'islam ou les religions. C'est-à-dire que non, tu vas jamais faire apostasier un gars comme ça en live. C'est logique. Si quelqu'un vient avec sa croyance, il va pas ne plus croire au bout d'une heure de débat ou 6 heures de débat, tu vois. Par contre, c'est du long terme. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des gens apostasier. C'est-à-dire, je connais des gens qui sont sur la plateforme avec qui j'ai débattu pendant un an. Et effectivement, certains ont apostasié, d'autres non. D'autres se sont renforcés dans leur foi. Mais c'est pas la question, parce que le plus important, c'est effectivement de faire passer le message déjà et de pouvoir en débattre avec des gens pour amener ces outils pédagogiques. J'ai bien aimé comment l'a formulé Ali Babal, c'est de dire alléger la peine de travail pour les générations à venir. C'est en gros tout ce qui est fait là. Ce sera un travail qui sera public, qui sera facile d'accès et qui évitera effectivement de ressasser encore et encore les mêmes trucs perpétuellement. Par contre, derrière, l'apostasie en live, non, vous l'aurez pas, parce que ça, c'est du spectacle. C'est vraiment si ça arrive une fois, c'est exceptionnel, ce sera vu comme un truc miraculeux, mais c'est pas la démarche, en fait. La vraie démarche, c'est quand même d'amener des outils critiques face justement à des dogmes. Et qu'est-ce que t'en fais, toi, en tant que personne croyante? Et c'est ça, en fait, qui va être amené sur la table. Et je trouve que c'est intéressant, justement, qu'il y ait ce mélange entre entretien épistémologique et ensuite réel débat sur, du coup, la législation, par exemple, de l'islam, etc. Donc, pour le coup, je pense que l'apostasie en direct, faut arrêter de rêver de ça pour beaucoup, ou même de l'attendre, parce que ça n'existe que très rarement, voire jamais, en fait. Je pense même quelqu'un qui dirait qu'il apostasie en live, je me méfierais. Je saurais pas si c'est vrai ou pas, et puis ça lui appartient en fait, ça c'est pas notre problème quoi. Et certains qui disent oui nous les apostats, on va vous faire apostasier et tout. Non, c'est vraiment pas le but, ni d'un Jack, je pense pas, ni d'une Cassius. Enfin voilà, quoi, c'est pas la démarche. Ça peut arriver par contre disons que le dernier pas de l'apostasie se fasse sur le live. Mais une apostasie vraiment du début à la fin pendant le live, j'ai jamais vu ça. Mais que le dernier pas, c'est-à-dire la personne a juste besoin de quelque chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle. Pardon. J'ai une anecdote personnelle, c'est que j'ai fait apostasie mon petit frère. Ça fait maintenant 2 ans. Et bien sûr. Et du coup, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai posé la question à ma tante par l'intermédiaire, on va dire, de ma maman, parce que ma tante habite en Tunisie, et je lui ai posé le problème d'Aïcha. Et le problème, c'est qu'en Tunisie, alors ma tante, elle est toujours aux cassettes, hein, donc on est encore au Moyen-Âge, quoi. C'est toujours ça le problème. Le problème d'Aïcha. Tu l'as dit d'une telle façon que tu sais ce que j'ai entendu? Non.
J'ai entendu, j'ai posé le problème à 3 corps à ma tante. C'est-à-dire un truc impossible. Ouais, c'était compliqué à poser la question à ma mère pour le transférer. Mais en fait, ma tante croit, et comme mes tantes, parce que j'en ai plusieurs, pense que du coup Aïcha était orpheline. Et c'est pour ça que du coup, ils l'ont emmenée à Monsieur Mohammed. Rasulullah. Voilà. C'est une anecdote, voilà, j'étais assez choqué, puisque en fait elle a bien un père et elle a bien une mère. C'est l'ignorance alors qu'elles écoutent des cassettes toute la journée, hein, de Coran. C'est Ouais, incroyable. ils ont encore des cassettes en Tunisie. Oui, bien sûr. Ah oui, les cassettes, ouais, les vieilles cassettes arabes, là, en boucle, si vous savez, toute la journée. En fait, c'est juste du travail de perroquet, hein. C'est du travail de perroquet, voilà, comme tu le penses. On répète des phrases, des versets, sans connaître vraiment la signification de celle-ci, quoi. Et du coup, Aïcha apparemment était orpheline. Voilà les échos que j'ai du côté de ma famille. Mais c'était pour la petite anecdote, hein. Ouais. Ça me rappelle aussi une anecdote par rapport aux cassettes. Quand je faisais comment on appelle ça? Compilation. Ciné-club, voilà, ciné-club. Quand je faisais mes ciné-clubs, parce que pendant très très longtemps, pendant presque 15 ans non-stop, je faisais des ciné-clubs pratiquement chaque semaine, où je projetais des films, discutais sur les thématiques, réalisateurs, cinéma et tout ce qui s'ensuit. Je me rappelle une fois une dame, c'est pas très longtemps, hein, elle m'a demandé. Moi, j'ai encore mon lecteur de cassette vidéo. Et, en plus, il y avait son fils avec elle et tout. C'était très drôle. Elle m'a demandé, j'ai juste une question, comment je fais pour avoir accès à de bons films en cassette vidéo, s'il vous plaît? Donc, elle attendait une réponse de ma part. Je lui dis, bah, faut construire une machine à voyager dans le temps. Voilà, c'est tout. Tu vois, Canard Boiteux, il y a peut-être pas de spectacle dans nos lives, mais il y a mes blagues pourries. C'est tout ce Mais qu'on ça, c'est peut les offrir meilleurs, les comme Black Mirror spectacle. aussi. C'est ce qu'on veut. De toute façon, moi, je vais t'avouer, c'est pas pour les débats, c'est pas tout ça. Quand je viens sur tes lives et que je regarde les rediffs sur YouTube, c'est pour les blagues pourries. Hein. C'est pour ça. Hein. Tiens, moi qui compte sérieusement me mettre dans les débats sur TikTok, est-ce que vous auriez des techniques pour augmenter le nombre de, je sais pas, d'abonnés Oui, je connais une technique qui marche bien. Tu ouvres un live et tu m'invites. Ok, je pourrais faire ça. Mort de rigole. Oui. Ok. Non, oui. C'est aussi mon rôle sur TikTok, hein, je te le cache pas. De profiter de cette petite notoriété et essayer d'apporter de la lumière comme ça à des gens qui se lancent. Je le fais très, 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 très souvent. Bah c'est cool. C'est cool parce que là je suis monté sur plein de lives de musulmans, de musulmans qui doutent, de gens d'extrême droite. Oui, j'ai compris. Tu ouvres un live dont le but est de critiquer l'islam avec une bonne méthode. Tu m'invites, je viens direct. D'un autre côté, Jack, t'as 80 000 abonnés, je crois, c'est ça, non? Sur TikTok? YouTube, je crois. Je vais te dire. 73 000. Ouais, pas loin. Ouais. Ça commence à faire. Dans ce domaine, c'est pas mal, hein. Dans ce domaine. Je sais pas. Faudrait que tu me caries aussi un jour, Jack. Ah, je vous le dis, moi, si c'est un live qui critique l'islam, et surtout qui n'amalgame pas, qui n'essentialise pas, qui ne met pas en avant un discours de ce genre, vous m'invitez, je viens direct. Je fais 2-3 débats chez vous. Peut-être que je reviens 2, 3 ou 4 fois, ou peut-être même plus, si ça me plaît vraiment.
Bonjour à tous. J'ai fait ça avec beaucoup de gens. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir, bonjour, peu importe. Sinon, moi j'ai une autre technique pour toi, canard boiteux. Tu peux faire comme les. Tu peux faire comme les. Non, les chadrouh, et matraf. Tu peux faire comme les amis de Jack et mentir sur le fils, par exemple, en Algérie. Voilà. Ça marche Vous avez aussi. Vraiment mentir. J'ai pas compris. Je vous avais prévenu. Hein. Sinon, tu fais des critiques de C'était Jack. Tu critiques Jack. C'était un même. Ah ouais, mais c'est bien mieux ça. Bah, c'est bien. C'était un même Tunisien. Non, critiquer Jack, ça marche bien. C'est un même Tunisien que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on le sort quand. Non, déjà, il tu dit dois chadrouh connaître, mlih. Il dit pas chadrouh. Il dit chadrouh mlih. Alain de loin. Quand il y a, Non, mais en vrai, quand il y a une catastrophe ou une ânerie qui se prépare, tu dis Shadrahka mlih. Voilà, c'est chadrouh mlih. C'est pas chadrouh. C'est chadrouh mlih. On peut dire figrohk, sinon figrohk. Fig. Alain de loin, il est pas dans le business? De loin dans le business. Ouais, Alain de loin. De loin dans le business. De loin, de très loin. Alors, tu as une question. Je connais Alain de loin. Tu penses? Oui, dis-moi, Jacques. Oui, j'ai demandé à Alain. Il ment que sur le fils, Jack? Il ment pas sur d'autres trucs aussi? Bah, moi, je l'ai entendu mentir que sur le fils, oui. Le Père et le Saint-Esprit aussi. Oui, voilà, c'est ça. Amen. Tu as des questions? Je t'écoute. Est-ce que tu peux réfuter ça, non? Mais je sais pas de quoi tu parles. Quand tu mens sur le fils, quand tu dis que c'est eux qui ont tué en Algérie, tu le vis bien, ça? Est-ce que tu le vis bien, le fait de mentir sur ça? C'est quoi le fils? Le Front islamique du salut. Mais oui, d'accord, merci. Merci. Voilà. Mais quand tu mens sur eux, tu dis que c'est eux. Mais c'est quoi? C'est un parti politique. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Et ce parti politique, il a participé à des élections? Oui. Très bien. Il a gagné? Oui. Est-ce qu'on a laissé profiter de sa victoire? Ah non, malheureusement. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les gens, tu sais très bien qui sont, qui les ont empêchés d'accéder au pouvoir et qui ont tué le peuple algérien en les faisant croire que c'était eux qui les avaient tués. Tu peux remplacer ce mot parce que tu vas sauter. Hein. Oui, je m'en fous. Je m'en fiche moi de sauter. Hein. Tu sais, c'est pas ma vie. Je vais te sauter dès maintenant alors dans ce cas. Allez. Si tu t'en fiches, moi je m'en fiche pas. Je suis désolé. Hein. Donc quand le fils a perdu les élections, il y a un groupe qui s'est détaché du fils qui s'appelle le JIA, le groupe islamique armé. Il y a aussi un autre groupe, l'AIS, qui s'est dégagé. Ces groupes-là qui sont armés, qui viennent tous du fils, qui ont décidé de prendre le maquis avec l'appui des leaders du fils, qui sont Ali Belhadj et Abbasi Madani. Tout ça s'est produit dans l'année 91 et 92. Et c'est ces groupes-là qui ont pris le maquis, qui ont éliminé beaucoup d'Algériens, malheureusement. Si tu ne connais pas ton histoire, mon pote, je ne sais même pas si tu es algérien, si tu as vécu en Algérie. Ah, les complotistes. Chaque peuple a droit à ses complots. Hein. Après, le complot n'est-il pas basé sur de l'ignorance, après? Et l'ignorance, on ne le choisit pas, au fond. Dans le cas de Alain qui est avec nous, je pencherais plus vers la stupidité. Parce que c'est pas la même chose. L'ignorance, c'est ne pas savoir. La stupidité, c'est faire son possible pour ne pas savoir. Même quand on te donne accès à la connaissance, tu fournis beaucoup d'efforts pour ne pas l'intégrer. Et c'est pas moi qui le définis ainsi. Vous allez trouver cette définition de la stupidité chez Bertrand Russell. Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'endoctrinement crée de la stupidité? Absolument, oui. Ça peut créer de la stupidité. Absolument, oui. Parce que du coup, on va rejeter de la connaissance. Et c'est ce qui est le plus dangereux. La stupidité est beaucoup plus dangereuse dans une société que
que quelqu'un que des gens méchants, voilà, vraiment, pour faire simple. Quelqu'un de méchant, il a conscience de ce qu'il fait. Alors que quelqu'un qui est stupide n'a pas conscience de ce qu'il fait. Et c'est très difficile de lutter dans une société, de lutter contre ça. C'est très très difficile. T'as utilisé le terme méchant. Pour toi, il existe des gens méchants? En fait, je vais faire mieux que ça. Il y a un petit passage dans mon livre qui parle de ça. Est-ce que tu aimerais que je le lise? Ça sera plus... Oh bah oui, avec grand plaisir. Ça sera plus simple. Ça sera plus... Oula, dans ma juste... Où est-ce que je l'ai mis? On peut prendre en compte la maladie aussi. Un malade peut être méchant. On parle justement de sa maladie, il peut être quand c'est psychiatrique. Ah, tu vas penser notamment les psychopathes ou sociopathes où ils ont l'empathie qui est altérée et du coup, quand il y a quelqu'un qui ont mal qui ont mal en face d'eux, ils ont pas mal eux non plus. Hein. Mais voilà, moi je me dis pendant que Jack cherche pendant que Jack, quelqu'un de sain d'esprit peut très bien sombrer dans le complotisme. Moi, je fais partie de ces gens-là. Bon, j'ai été après les complotistes, quelques années. Et pour l'émission Apollo, moi je suis d'accord avec Clément Fraise, je vous le dis. Clément Fraise a dit que c'était acceptable des complotistes, enfin plus ou moins acceptable des complotistes. Ouais, Apollo. Parce que c'est tellement extraordinaire d'aller sur la Lune qu'on peut tomber facilement dans des... et en plus c'est très technique. Dans ce cas, Dieu aussi. Apollo, donc on peut tomber facilement. Dieu, c'est l'inexplicable de la création, c'est l'inexplicable pourquoi t'es là, tu vois. Non, en termes d'extraordinaire, est extraordinaire quelque chose qui n'est pas probable. Aller sur la Lune, c'est devenu commun, vu que ça a été répété. C'est pas. On la voit la Lune. C'est couteux, mais ça a été répété. C'est pas. Pour le complétiste, non, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y avait les adversaires des États-Unis, ils étaient d'accord. Mais du coup, Jack a trouvé le texte. Ouais. C'est le chapitre quand le mal prend le masque du bien. Dogme religieux et stupidité morale. Voilà, c'est comme ça que j'ai appelé le chapitre. Il est des formes de mal qui inspirent la peur, la révolte ou la résistance. Mais il en est d'autres plus insidieuses, plus profondes, plus dangereuses. Celles qui se présentent sous les traits du bien, de la vertu ou de la piété. C'est cette idée que développe le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, opposant au N, donc du petit moustachu, emprisonné en 1943 et exécuté par le régime du H en avril 1945. Dans ses lettres et papiers de prison, il propose une distinction fondamentale entre deux formes de mal, la méchanceté consciente et la stupidité inconsciente. Le méchant et le stupide, deux figures du mal. Bonhoeffer écrit: la stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la méchanceté. Le mal peut être démasqué, exposé. Il peut être contré par la force, car il porte en lui le germe de sa propre destruction. Mais contre la stupidité, nous sommes sans défense. Ni les protestations, ni la force n'y peuvent y remédier. Les arguments n'ont aucun effet. Les faits qui contredisent les préjugés de l'individu stupide peuvent simplement ne pas être crus. Et surtout, le méchant sait ce qu'il fait. Le stupide, lui, agit sans savoir. Il est même souvent convaincu de faire le bien. Cette analyse ne vise pas une carence intellectuelle, mais un état moral,
Une personne peut être très intelligente et pourtant stupide, au sens où Bonhoeffer l'entend. Il s'agit d'un aveuglement moral déguisé en vertu, une déconnexion entre l'action et la réflexion éthique, entre la foi et la responsabilité. Dogme religieux et production de stupidité morale. Cette idée trouve un écho direct dans la manière dont les dogmes religieux fonctionnent. Un dogme absolu impose une grille morale déracinée de l'expérience humaine concrète. Il ne demande pas à l'individu de penser, mais d'obéir. Il ne sollicite pas la conscience, mais la soumission. Et surtout, il détourne l'instinct moral naturel, la compassion, l'empathie, la solidarité spontanée, pour les subordonner à une logique sacrée, hiérarchique et conditionnelle. Lorsque le croyant rejette un mécréant, soutient une inégalité ou approuve une violence au nom du texte ou de la foi, ce n'est pas en général par cruauté, c'est par vertu pervertie. Il croit faire le bien, il le fait à contre-cœur parfois, mais avec la conscience tranquille, car Dieu l'a voulu. Le dogme religieux ne supprime pas la morale humaine, il la détourne, la reprogramme, la déplace. Il fabrique des bons qui font le mal avec la conscience tranquille. Autrement dit, ce que Bonhoeffer appelait stupidité devient ici le produit d'un conditionnement, un mode de fonctionnement où l'on agit mal, non pas par intention malveillante, mais par conformité à une autorité sacrée. Là réside le danger. Celui qui agit stupidement ne se sait pas dangereux. Il pense être un vecteur du bien, le remède. Retrouver la souveraineté morale. Contre ce mal diffus, Bonhoeffer ne propose ni croisade ni haine. Il propose la responsabilité individuelle, le courage de penser, le devoir de douter, la capacité de dire non, même au nom du sacré. Il invite à une reconquête de la conscience contre l'obéissance, une morale immanente de l'autre en tant qu'humain et non en tant que membre d'un groupe élu ou fidèle d'un Dieu particulier. L'éthique authentique commence quand on ose penser contre ce qu'on croit et ressentir contre ce qu'on nous a appris à détester. Ainsi, la lutte contre la stupidité morale est moins une affaire de savoir que de courage. Le courage de désobéir à ce qui nous fait trahir notre propre humanité. Et cela commence peut-être par la déconstruction lucide des dogmes qui nous disent qui aimer, qui exclure et à qui nous devons faire du mal en pensant bien faire. Voilà. Ok. Mais là où je voulais en venir, c'est... Ça s'étend au-delà de l'islam, hein. C'est très bien. Très bien. Là où je voulais en venir avec ma question, on est d'accord que il n'existe pas de personnes méchantes d'un point de vue absolu, c'est-à-dire qu'on le devient, de toute façon, en termes d'absolu, il n'y a rien qui l'est, mais on le devient du fait de nos expériences. Et du coup, n'importe quel méchant peut éventuellement en sortir. C'est ça qu'en fait, c'est là où est-ce que toi, Jack, tu penses que n'importe quel être humain peut changer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que il est trop ceci, il est trop cela, il ne pourra pas changer. Est-ce que ça, tu crois qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas changer? Je ne sais pas, moi. Je te le cache pas que je ne sais pas. Ok, je pense qu'une personne peut évoluer. Je pense qu'une personne, quand elle est dans un environnement propice, oui, peut même changer, mais
Répondre comme ça de manière absolue, ça n'a pas de sens pour moi. En fait, tout dépend de l'environnement où on évolue. Que ça soit dans le sens environnement qui favorise ou un environnement trop contraignant qui justement va provoquer un certain rejet, une certaine révolte, une certaine résistance. C'est-à-dire les temps durs, très durs, peuvent parfois produire des gens qui sont justement des lumières, on va dire, des phares de l'humanité et de l'humanisme. Mais un temps très agréable aussi produit des êtres humains qui... Voilà. Tu vois, c'est pas aussi simple ta question. C'est-à-dire que même si ça dépend de l'environnement, ça veut dire qu'effectivement, dans cet environnement-là, elle peut pas changer dans notre environnement, mais après, on met des si dans des si, et du coup, effectivement, cette question est très très compliquée. Merci beaucoup, Jack. Après, ce que je voulais dire, c'est que... mais le contraire est vrai aussi, hein. Il y a des environnements très confortables, pardon, Cam, il y a des environnements très confortables qui peuvent te produire de la stupidité aussi. Par exemple, moi, quand j'entends les anti-vax en Occident, je me dis, à chaque fois je me fais cette réflexion, je me dis, ça se voit que ça fait longtemps, très très longtemps, qu'ils vivent sans les maladies provoquées justement par les germes ou je sais pas, par les bactéries ou les virus que ces vaccins combattent. C'est-à-dire, ils sont tellement dans le confort qu'ils ont oublié ce que c'était que, je sais pas moi, mourir du tétanos ou autre. Donc c'est pour ça que je dis c'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Non, bien sûr, parce que même là, t'as parlé des antivax, mais on va aussi pouvoir parler des personnes qui en France se battent pour le port du voile. On est d'accord, hein, je ne souhaite pas l'interdire, hein, qu'on soit très clair, c'est une liberté. La liberté, c'est trop cool. Mais le fait est que quand tu te bats autant pour ça, alors que dans les pays où c'est interdit, dans les pays c'est interdit de pas le mettre. Voilà, c'est aussi ce confort qui crée ce genre de comportement. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce soit un complotiste ou un croyant, on va dire religieux, c'est la même chose. Ils ont une sorte de voile. Et selon un domaine, c'est-à-dire que la personne peut être très intelligente dans la vie, très rationnelle et logique. Et dès qu'elle passe à une croyance ou parce qu'il y a l'orgueil aussi, je pense, chez l'être humain qui joue, une sorte de confiance en soi, où on pense savoir, même si on peut passer dans l'ultra-capitalisme. Et merde. Oh, pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait un échec. Je m'excuse. Non, pas de souci. Même si on veut basculer vers l'ultra-crépétarianisme, le truc c'est qu'il y a toujours l'orgueil de l'être humain, c'est toujours on a confiance en soi, on a des croyances, même si c'est des croyances rationnelles et logiques, on peut basculer facilement dans le complotisme, dans la croyance, et c'est pareil, c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre, mais pour te répondre, je pense qu'aujourd'hui il faudrait... Attends qu'à la boîte, on donne la parole à ceux qui viennent d'arriver. Vicente? Oui, bonsoir. Excusez-moi, ouais, j'avais pas remarqué que j'étais monté. J'ai fait la demande, mais j'avais pas... Enfin, voilà. Merci beaucoup de m'avoir accepté, c'est très gentil. Mais je suis gentil. Tu voulais dire quelque chose? Oui, si, non... Oui, si, je peux dire mon point de vue. Allez, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est... Ouais, ça restera que mon point de vue, il n'y a pas de souci. Hein. Non, moi je voulais dire que les religions, ça restera toujours une sorte de manigance et que il va falloir le prendre d'une certains second degré, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'assumer haut et fort. Après, peut-être que j'ai pas la science infuse, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai rien compris. Désolé. Il n'y a pas de souci, Ça a aucun sens ce que tu viens de dire. Mais il n'y a pas de souci. Non, par rapport à... non, essaye de réfléchir un peu sur l'idée que tu veux nous transmettre. Et essaye. Parce que vraiment, j'ai rien compris. Ok. Mais du coup, quel était le thème de base? Je me permets de demander, du coup, pour rebondir.
C'était une FAQ. Voilà, c'était. Ok. J'ai dit, celui qui veut monter, poser n'importe quelle question, le live est ouvert. Open mic, si tu veux. Il y a fait un open mic, ce soir c'est open mic. Super, parce que moi ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sans jamais parler. Du coup je me permets de... Enfin là je suis un peu monté par hasard. Vas-y, alors c'est ton heure, vas-y, parle. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais moi je pense, entre guillemets, moi je suis un Français qui vit en campagne en Provence. Et en Provence, franchement, on a beaucoup de patois, beaucoup de petites religions. On a les côtés cathares, les machins, trucs comme ça. Moi je suis de Toulouse. Donc et le côté cathare, c'est bien ancré, disons. Et moi j'ai envie de dire que toutes ces religions, c'est juste une façon de penser. Il n'y a pas besoin que ce soit islam, machin, bidule, musulman. Moi ça revient toujours à ça. C'est une façon de penser, d'agir et de volonté. Tu veux dire que c'est culturel? Ouais, c'est une sorte de culture, tout à fait. Et une sorte donc de ça n'a rien à voir avec les textes. Eh ben oui et non, parce que c'est une sorte de base. C'est soit oui, soit non, mon pote. C'est oui. C'est oui, c'est non, c'est non. En fait, avec l'évolution, on peut avoir oui et non. Avec l'évolution, on a les deux. Il faut l'assumer. Hein. À un moment donné, les cathares, à un moment, comme les. Je sais pas ce que c'est que les cathares. Je suis désolé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Ok. Y a pas de souci. En fait, c'est je vais pas trop m'avancer parce que je connais pas tout, donc je vais pas trop dire que je suis la science infuse. Donc je sais pas ce que c'est. Oui, je sais pas exactement ce que c'est, mais par chez nous, on en a plein. On a ça partout. Ça fait partie de la culture française. Les cathares, oui, bien sûr. Ils sont venus en France, ils ont fait la guerre. On apprend à nos jeunes, en fait. On apprend tous les patois à la con. On s'en souvient. Tous les patois à la con. Enfin bref, vous avez compris, hein. C'était très clair. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un pic comme de l'eau de roche, comme on dit. Voilà, je vous remercie pour cela. Mais ça a une vraie valeur. De nos jours, dans nos territoires, c'est une vraie valeur. Il faut faire le tour des territoires. On sait même pas ce que c'est. Ça a tellement de valeur, on saurait même pas expliquer ce que c'est. Mais pas exactement. C'est une sorte d'héritage. Non, mais c'est un héritage tellement lointain que on donne le nom, tu vois. On dit ouais, il y avait la grand-mère là, tu vois, c'est ça quoi. Mais on sait pas ce qu'elle a vécu, on sait pas trop pourquoi elle était là. Mais c'est la grand-mère, c'est ça un peu ça quoi. Enfin l'arrière. La grand-mère et le grand-père et l'arrière. Les chevaliers locaux, le Qatar, les chevaliers Qatar. Je sais, avec les Visigoths et machin. C'est vieux. Enfin, Très vieux. Mais vous allez dans le sud un peu? Est-ce que vous connaissez le sud de la France, quand même? Il y a une vraie valeur. Oui, tout à fait. Il y a des châteaux, c'est bon. Bah non, moi je trouve que ça n'a pas plus de valeur que l'île Mako. Ah non, pas plus. Oui, pas plus, exactement. Bien sûr. Je sais pas trop ce que c'est que la valeur d'une région. Je sais pas ce que c'est. Enfin, tu vois, quand on me parle de culture française, tu vois, tu parlais de culture, des religions, oui. C'est culturel. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui me dit je crois en Jésus ou je crois en Mohamed, mais qui connaît pas les textes, bon, il croit en quelque chose, mais il sait pas trop pourquoi. Tu vois. Par contre, les religions, elles, se reposent sur des textes, en fait. Donc tu peux pas. Oui. C'est la meilleure des bases. De fait, les cultures, les machins, c'est des trucs qui évoluent perpétuellement. C'est comme l'être humain, justement, tout à l'heure, la question de dire, est-ce que un homme peut changer ou un humain peut changer? Bah oui, en fait, il fait que ça. C'est ça le problème. Bonne question, bonne. Et par contre, la culture, c'est pareil. Tu vois, la France, elle n'a fait que de changer. Tu vois, la France, elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. Il y avait l'Alsace, la Lorraine, même les Cathares. Ouais, mais c'était mieux avant. À l'époque C'était mieux. Je suis d'accord. Il y avait plus de valeur. Parce que c'est vrai qu'on a encore les châteaux et qu'on est encore en train de débattre de. Là, on est en train de débattre de ça, alors qu'il y a vraiment encore des ruines et tout. Pas des châteaux. Ouais. Enfin, pas des châteaux, mais des ruines, Enfin, voilà. Des chatons ou des châteaux? Des châteaux. Châteaux. Ah, des châteaux. Pas des chats. Aussi des chatons. On a des chatons. C'est drôle qu'il y ait encore des chats d'ailleurs. Mais non, je parlais encore qu'il y a vraiment l'héritage. Non, il y a vraiment la perception de l'ancien temps, quoi. Il y a vraiment quand même ce que ça représente et non, dans le sud-ouest, moi c'est pas une blague, hein, il y a vraiment ce qui a vraiment existé, quoi. Et c'est pour ça que je suis en train de dire mon point de vue qui est un peu personnel, je veux bien l'admettre.
mais qui est quand même présent. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu. Oui, ils sont beaux ces châteaux ou pas? Parce que j'aime bien moi j'aime bien les châteaux. Mais il y a le château de Foix, où c'est que voilà, le château de Foix, qui est complètement. Comment ça s'écrit? Foix, c'est F-O-I-X. Le château de Foix avec un X à la fin. Et c'est pas comme Foix avec le Foix avec un E à la fin. Non, c'est un X. Et voilà. Et donc c'est vraiment un château restauré avec c'est devenu un musée. Et donc il y a le château de Montségur. Et donc dans le sud-ouest, il y a vraiment ce genre de choses. J'en connais pas tous. Mais voilà, il y a ce genre de château qui vraiment représente ce que ça peut être dans une certaine période. Et donc voilà, c'est normal qu'on le dise haut et fort. Juste une question, Chienté. Oui, pas de souci. Impact dans ta vie, on est bien d'accord. Les cathares, t'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est en vrai. Oui et non. Oui, non, parce qu'on apprend. Moi, je vis un peu dans le turfu comme Jack. On a un Steam Deck, tu vois. On est un peu dans le futur, nous. Mais dans l'idée, on vit notre époque. Ils sont pas là, les gens. C'est comme si je te disais, regarde, j'ai les os de mon grand-père. J'ai les os de mon grand-père dans le salon, là. Il est avec nous, là. Tu vois, on vit avec lui. Non, c'est les os. C'est le reste. Tu vois, c'est les résidus des châteaux. Oui, non, mais le château, c'est un exemple. C'est un souvenir lointain qu'on n'aura jamais vécu, qu'on a dans les livres d'histoire, mais ça n'a aucun impact dans ta vie, sauf si t'es historien, voilà quoi. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, ça reste dans notre patrimoine. C'est un patrimoine du Sud-Ouest. C'est une sorte de patrimoine qu'on doit accepter. C'est une sorte de patrimoine qu'on voit, si je veux, je fais 200 km et je peux voir. Du coup, tu respectes quelque chose. Attends, Vicente, donc tu respectes quelque chose que tu ne sais pas m'expliquer. En fait, c'est quasi du dogme religieux, façon de parler. Tu vois, enfin, j'exagère un peu. Non, pas religieux. C'est quoi les cathares? Ah mais, Vicente, quand je te demande c'est quoi les cathares, tu me dis je sais pas trop. Ce qui est normal, parce que c'est quelque chose de lointain, on se souvient pas de l'histoire.